Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et le dimanche soir 7h sur Télémétropole. Une émission bien spéciale ce soir sur l'assistance internationale à Haïti, ce qui représente une grosse nouvelle, surtout avec le budget qui a causé beaucoup de débats dans ce pays. Et nous allons faire émission ça pour nous regarder comment aide là, les chuter dans le pays d'Haïti, qui impacte les gains qui fait que le gouvernement est obligé qu'on y a taxé beaucoup plus pour rentrer plus l'argent, puisque man de gain dans le budget les diminue considérablement. Donc nous allons passer dans le tableau aujourd'hui pour nous voir avant que nous fassions une interview avec M. Philippe Baudouin. Donc on regarde là 2010-2011, nous rappelons très bien ça, date ça rappelle nous le 12 janvier 2010, Haïti était pour un gros choc et international là a décidé pour ton support assez important dans le pays d'Haïti. L'exercice fiscal, ça, 48,5 milliards de gouttes qui ont été décaissés en faveur d'Haïti. Année suivante, là, comme la baissé à 46,4 milliards de gouttes, elle continue à chuter à 45,6, chute la pral beaucoup plus fort, 31,7. Les pral font stabilisation autour de 30, on est capable de dire, pour pendant 3 exercices fiscaux, ça, et pour chuter à 26, pour le font remonter à 30,6, remonter à 32,5 et le budget cap en pile par les jours-ci, nous voyons que aide là à 24 milliards de gouttes. Donc si nous fait 24 comparé à 48,5, donc nous avons une chute de près de 50% qui est réalisée là à fait dans le pays d'Haïti. Donc 24 milliards de gouttes, ça, différence ça fait que le gouvernement, s'il voulait faire un budget de 144 milliards de gouttes, eh bien, il était obligé de monter quelques taxes, on est capable de dire, dans l'économie haïtienne. Donc dans ce sens, ça, l'on finit garder comment le budget a évolué, et pardon, don a évolué, qu'on y a prendre don avec 2 composantes qu'il a dedans. Et ça a une explication très intéressante pour nous comprendre là-dedans. Nous parlons de 48,5 milliards de gouttes que tu mis à la disposition du pays d'Haïti. International là décide de dépenser lui-même 43 milliards en deux pays. C'est seulement 5 milliards qui étaient passés dans sa relais appui budgétaire là, qui passait à travers l'État haïtien. Nous avons demandé même pour qui ça a été différent ça. Eh bien, son problème de confiance, de crédibilité internationale n'a pas fait pays d'Haïti confiance dans la façon de gérer l'argent, finances publiques. Donc, elle bat seulement 5,44 et les gérer 43,09. Mais nous avons c'est même temps de ce temps, 5 milliards, 4 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 4 milliards, et même arriver à peu près 2 milliards pour qu'on y a stabilisé autour de 3 milliards. Donc là encore, un travail pour le pays à faire pour améliorer la façon que gérer l'argent, pour gagner confiance internationale là, pour le capable lui-même, c'est lui qui est capable de décaisser comme ça. Donc ça, c'est notre faiblesse qui gagne, là, ça nous est capable de gestion des finances publiques dans le pays d'Haïti. Donc nous allons passer qu'on y a là, pendant la même période là, regardez l'année 2010-2011 là, pendant 48,5 là, nous pas fait un pile effort, nous avons seulement entré 36 milliards de gouttes dans les ressources domestiques pays. Qui sont les ressources domestiques pays? C'est ce que le DG collecté, c'est ce que la douane collecté, et toutes les ressources que le pays est capable de faire lui-même, particulièrement l'entreprise commerciale pays d'Haïti. En 2010-2011, nous pas même à 40 milliards. Mais nous faisons des efforts assez considérables. Nous passons à 46,6, nous passons à 52. Et nous continuons à augmenter. Et l'exercice fiscal, ça, nous même pensé atteindre pour la première fois 93,4 milliards de gouttes. Mais pour nous capable entrer comme ça, il faut que le pays soit plus ou moins calme, parce que comme ça, pas qu'on encaisse l'État, c'est à partir de l'entrée qu'a fait de manière régulière pour que le pays ait gagné comme là. Donc nous, en tant que ressources internationales, aide là à diminuer, donc il est obligé de faire plus d'efforts pour nous capable d'entrer plus comme dans l'économie. Mais ça t'a voulu dire tout, qu'on y a comme la fond bien dépenser. On regarde comment nous comportons au niveau de dépenses courantes. Qui est-ce que dépenses courantes là? Dépenses courantes là, c'est salaire employé public. C'est subvention que le gouvernement fait à un série de groupes dans la société. C'est dépenses qu'il fait pour faire machine fonctionner, à savoir acheter gasoline, carte téléphone. Et nous allons regarder l'intérêt dette là tout, puisque pas oublier que Haïti balgoué face à dette, mais Venezuela prête au cob à travers le mécanisme pétro-caribéen. Donc, comme que nous entrons, nous rappelons comme elle était entrée 36, nous dépensons 34. Et nous allons regarder, nous avons dépensé de manière continue au niveau courant. Donc, ça, c'est capable de dire, c'est que l'argent que nous avons, l'effort fiscal nous fait, nous dépensons beaucoup plus pour nous faire machine dans le marché, parce que l'autre type de dépenses, les dépenses d'investissement, que l'international lui-même, il va mettre comme les dépenses pour fonctionner, et bien, ou même, ou dépenser pour manger, pour prendre plaisir avec parfois, et qu'on n'a pas arrêté trop comme pour investissement, nous sommes capables de dire. Donc voilà,
la raison pour laquelle nous décidons de faire émission ça, pour nous capables de comprendre, nous avons fait débat sur faire budget, et bien les comme l'entrée, l'État prend l'argent dans la poche nous, et bien il faut l'État bien gérer le tout, il faut l'État capable lui-même assurer que des dépenses d'investissement pour les générations futures. Donc comportement que nous avons là, nous avons des dépenses courantes sous le tableau noir, et bien ça nous avons plus pensé à aujourd'hui que nous penser à l'avenir. Donc jeunes dans le pays d'Haïti sont supposé très inquiets chaque fois où coupe ça dépenses courantes là à augmenter comme ça veut dire qu'il y a moins d'argent qui était pour l'avenir. Et comme international lui-même, puisqu'elle parle de dépenses courantes, c'est une dépense d'investissement que l'aller, et bien nous international là c'est lui qui a pensé l'avenir pour nous, tandis que nous-mêmes nous vivons au jour le jour. Donc nous allons faire une interview la deuxième et troisième partie de l'émission avec M. Philippe Baudouin qui était de visite de passage dans le pays d'Haïti et nous avons essayé d'analyser avec l'assistance internationale dans le pays d'Haïti qui ça s'apporte. Parce que nous voyons que la croissance économique là n'est pas suffisante. Donc financer le développement c'est un bail qui est important. Donc nous perdu près de 24 milliards de gouttes pendant les 7 dernières années de tremblement de terre là à Jodia. Et pas oublier également que Petro-Caribé est au niveau de plus de 20 milliards de gouttes pendant la première partie décennie et Petro-Caribé Jodia est seulement 5 milliards de gouttes. Donc nous avons perdu à travers Petro-Caribé une bonne valeur d'argent près de 15 milliards de gouttes. Donc il y a près de 40 milliards de gouttes que nous avons gagné comme ça est capable de brûler. L'argent qui était venu à travers l'assistance nationale et Petro-Caribé. Donc l'argent, ça pas là, qu'on a un gouvernement décidé de prendre au niveau local. Mais nous, on prend l'argent au niveau local, nous pas toujours bien gérer, nous surtout aller vers les dépenses courantes, même dit bien gérer, c'est ça bonne gestion, c'est pas seulement corruption. Non? Si on prend l'argent ou manger ou pas penser à l'avenir, eh bien ça pose problème en quelque sorte. Donc peu importe que comme l'avenir de l'assistance internationale, ou encore c'est au Clevel, mais c'est qui sont pour le faire avec elle, c'est comment on va financer le développement, comment penser à l'avenir, parce que Haïti prend engagement pour qu'en 2030, nous pourrions aller parler de pays qui ont un développement durable, pour éliminer les affaires de pauvreté, pour tout le monde aller à l'école, pour tout le monde aller prendre soin de santé, mais il faut des budgets que nous gérons différemment et que la population elle-même participe également dans la décision. Ça s'appelle budget participatif et que des comptes qui rendent pour que tout le monde soit capable de faire l'État confiance et l'État baille service. C'est ça le contrat qu'il faudra y avoir entre la population et le gouvernement pour que nous soyons capables de faire un bon résultat. Nous allons prendre pause et là nous allons suivre l'interview que nous faisons avec M. Philippe Baudouin, qui lui-même c'est directeur général adjoint de l'Agence française de développement qui a posé problème ça pour regarder l'aide internationale là qui supporte, qui ça le baille vraiment pour les pays sous-développés comme Haïti. Depuis l'année 2012, c'est Del Haïti qui est centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti qui a ses rendez-vous chaque année pour un forum sur l'entrepreneuriat. Forum ça est toujours organisé dans Port-au-Prince. Année ça, ils ont décidé d'aller dans ville province. Forum nan pral fait dans ville Okaï. Forum entrepreneurship 2017 là a fait sorti 16 pour arriver 18 novembre. Pendant 2 premiers jours, qui donc 16 à 17 novembre, il y a bien conférence débat, concours l'idée business, exposition business et puis partage expérience entrepreneur qui fait succès. Journée 18 novembre nan pral consacré pour visite entreprise dans département sud pays à quelques sites touristiques. Cyclone Mathieu te ravage grand sud pays entrepreneuriat c'est plus bon moyen pour remettre région ça à camper sous deux pieds. Zone sud la gen pile potentiel, on cherche mobiliser. Pour information, relais dans 46 20 95 94 ou bien écrit dans info@commercial.cdelhaiti.org. Partenaire forum ça, c'est Impact Corporation, Mairie Okaï, Chambre Commerce à Industrie Sud. Forum ça joint support Ministère Tourisme, Job Pow, Radio Télé Caraïbes, Groupe Croissance, Biansaya, Chocarella ak Ancodor. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous parlons de coopération internationale avec M. Philippe Baudouin de l'Agence française de développement, en fait, en visite cette semaine pour le 40e anniversaire de l'Agence française de développement. Qu'est-ce que vous faites en Haïti? Dans quel secteur vous investissez? Quel support vous donnez?
Alors, c'est normal, nous, comme je le disais tout à l'heure, nous avons la mission de prioriser nos interventions dans le secteur de l'éducation, puisque c'est un engagement de nos présidents. Et donc l'éducation et la formation professionnelle qui sont je dirais, qui sont indissociables l'une de l'autre. L'éducation est le secteur prioritaire dans lequel nous intervenons, mais nous avons également l'aménagement urbain, la santé qui a donné lieu de notre part à un effort extrêmement significatif à l'issue du séisme, puisque nous participons à la reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Nous espérons d'ailleurs que cet hôpital pourra entrer en fonctionnement d'ici 2018, me dit-on, même si c'est peut-être ambitieux. Et nous sommes également investis dans le développement rural et dans la protection de l'environnement. Ce sont 4 secteurs prioritaires dans lesquels nous concentrons nos actions en nous coordonnant autant que faire se peut avec les autres bailleurs. Je reviens aux caractéristiques que vous avez présentées hier dans votre papier. Monnaie chancelante, dépendance de l'extérieur, crédibilité de l'État. Vous avez parlé tantôt de démographie, croissance urbaine de manière désordonnée. Donc les pays, les États fragiles, on retrouve toutes ces caractéristiques. C'est comme si vous parliez, c'était la topographie, la photographie d'Haïti que vous avez présentée hier. Oui, alors si vous voulez, j'ai essayé dans ce papier qui a servi un petit peu d'introduction à la conférence que vous avez animée de recenser les caractéristiques économiques, non seulement économiques, mais également de société qui caractérisent les États fragiles. C'est vrai, vous avez raison, un certain nombre des situations que j'ai citées peuvent trouver leur place ou être illustrées en Haïti. Encore que, et le gouvernement de la BRH m'en voudrait si je ne le signalais pas, que si la monnaie haïtienne, si la gourde a été un petit peu chancelante durant une période, force est de reconnaître que depuis quelques mois, elle s'est rétablie et qu'en tout cas, elle s'est, je crois, réappréciée à l'égard du dollar. Donc vous voyez, toutes les caractéristiques que je décrivais ne sont pas nécessairement applicables à Haïti. De manière structurelle, un point que vous avez souligné, lorsque les finances ne sont pas solides, les finances publiques, ça va avoir un impact négatif. Lorsque la balance commerciale, les exportations ne sont pas là, donc c'est un résultat. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que ce dont je suis convaincu, c'est qu'on a en cette affaire, si vous voulez, le mieux-être économique est le moteur. Après, il va de soi que ce moteur doit être convenablement utilisé. Il doit être utilisé dans des objectifs qui servent au plus l'intérêt collectif et qui permettent une augmentation, une élévation du mieux-être de l'ensemble des Haïtiens, qui permettent l'émergence d'une classe moyenne. Si vous voulez, aujourd'hui, les principaux instruments dont on dispose, alors on peut les critiquer d'ailleurs, mais en matière de politique économique, sont des instruments tels que le crédit, tels que les taux d'intérêt, tels que le cours d'échange, etc., etc. Ce sont la consommation, ce sont des instruments sur lesquels les forces politiques peuvent essayer d'influer, mais pour que ces instruments soient opérants, il faut qu'il existe une classe moyenne qui participe à la consommation, qui participe à l'investissement. Et si vous voulez, aujourd'hui, malgré tous les efforts qui pourraient être déployés, il faut bien être conscient que l'évolution se fera pas à pas. Elle se fera de manière progressive, elle se fera de manière assez lente. Mais ce dont je suis totalement convaincu, c'est que si nous arrivons à installer, Haïti bien sûr en premier, mais également ses partenaires, une forme de confiance dans l'avenir, cette confiance aura un caractère de prophétie autoréalisatrice, si vous voulez. Elle permettra un plus grand niveau de confiance de la part des acteurs extérieurs, donc d'investissement, donc de dépôt, donc de crédit, et ceci nourrira les investissements, permettra l'accélération des emplois et rétablira la balance des paiements, augmentera les flux fiscaux, donc les capacités d'intervention de la puissance publique en faveur des missions essentielles et des missions régaliennes. Et si vous voulez, ce cercle-là, cette accélération se produira, mais en large part, à partir du moment où quelques signaux très visibles et très tangibles d'amélioration seront perçus
par tant les acteurs internes que les acteurs externes, si vous voulez, je pense que le temps s'accélérera. Est-ce qu'on peut sortir du stade d'état fragile pour aller à un niveau supérieur sans passer par une réforme des finances publiques? Il y a beaucoup insisté sur les finances publiques, la capacité de l'État à collecter des impôts et de la population également à apporter sa contribution. Voilà, je pense que un État n'est finalement, enfin on peut en donner beaucoup de définitions philosophiques, économiques, mais un État est une représentation du collectif. Donc on est tous finalement une petite partie de l'État auquel on appartient. Et il faut bien être conscient, si vous voulez, que l'État ne fait que restituer ce que ses citoyens lui donnent. Donc il est extrêmement important de considérer que, bien sûr, il faut qu'il le restitue au mieux de ses possibilités, mais si la source au départ n'est pas assez puissante pour que ces possibilités soient suffisantes aux besoins de la population, l'État sera toujours jugé défaillant. Dans le fond, on a besoin, si vous voulez, d'élargir les bases fiscales, de s'assurer qu'effectivement, comme vous le dites, l'impôt soit convenablement payé là où il doit être payé. Et on a besoin, je pense, en contrepartie, de donner des signaux concrets, visibles et perceptibles à ceux qui payent l'impôt, que cet impôt est utile. Si vous voulez, je fais partie de ceux qui éprouvent une forme de satisfaction à payer mon impôt en me disant que ça va permettre le fonctionnement d'un hôpital, ça va permettre d'assurer l'exploitation, le fonctionnement d'une cour de justice, que ça va permettre une sécurité sur les routes, etc., etc. Donc chaque citoyen doit avoir la conscience, et aussi immédiate que possible, que l'impôt qu'il a payé a une contrepartie. Et que cette contrepartie, c'est un niveau de vie, un confort qui ne bénéficie bien sûr pas qu'à lui, qui bénéficie à tout le monde. Et ça, tout l'intérêt du collectif que représente l'État, c'est de mutualiser les moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins. C'est beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace de produire un système d'assainissement collectif qui va intéresser des centaines d'habitations que de laisser chacun livré à lui-même et à travailler à résoudre ce problème de l'assainissement si c'est un problème individuel. Mais il y va également de la crédibilité de l'État, comme vous l'avez si bien dit également. À savoir, on paie, mais il faut que l'État puisse... Il faut que, bien sûr, il faut que l'État soit crédible, en ceci qu'il lui est absolument nécessaire, je crois, je ne suis absolument pas là pour donner des leçons à l'État, mais il me semble prudent, si vous voulez, effectivement, de tenir des engagements réalistes, ou d'annoncer des choses réalistes, d'indiquer d'emblée que le chemin, si pavé de bonnes intentions qu'il soit, sera sans doute un chemin difficile à parcourir, d'accepter la notion de temps long. C'est une des expressions qui me semble bien refléter la situation. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et même si on a tous en tête des idéaux, des cibles idéales, des choses vers lesquelles on aimerait s'orienter, clairement, on ne parviendra pas, et ça serait illusoire et trompeur de l'annoncer, à modifier très rapidement la situation. Il faut le faire pas à pas, dans un ordre cohérent, et attirer, si vous voulez, faire adhérer l'ensemble des forces de la société civile à ce projet général de mieux-être. Comme vous avez si bien dit, l'ensemble des acteurs, il n'y a pas que le gouvernement, il y a d'autres acteurs importants, et je vous cite, qu'est-ce que vous avez noté dans les États fragiles? Concentration de pouvoir entre les mains du secteur privé influent, plus conservateur que porteur de changement. Nous parlons des États fragiles. Alors, si vous voulez, à partir du moment où un secteur privé a besoin d'aiguillons, pour changer, il a besoin d'aiguillons. Son aiguillon principal, c'est la concurrence, c'est la menace que peut représenter un monde qui change sur les positions qu'il a acquises. Donc c'est un comportement, si vous voulez, d'acteur économique classique. Et cette stabilité vient finalement d'une forme de stabilité de la situation dans laquelle il est aujourd'hui inscrit. Si la situation évolue, si la situation crée ces conditions de concurrence, ces conditions de changement, ces conditions de mouvement, de facto, vous aurez un secteur privé qui sera beaucoup plus novateur, beaucoup plus avide de participer à ce changement, de le devancer, d'en tirer d'une certaine manière
l'ensemble des fruits, ce qui est tout à fait judicieux à partir du moment où, par le biais d'un cadre législatif harmonieux et respecté, ces fruits sont également partagés avec l'ensemble des usagers, des salariés, puisque le secteur privé est inscrit, si vous voulez, entre ces trois grandes forces que sont ces salariés, ces usagers et l'État ou la chose publique qui organise et administre le cadre dans lequel il exerce ses activités. Mon propos est de dire, si vous voulez, que dans des États fragiles, donc souvent immobiles, ou en tout cas dans lesquels les choses vont moins vite qu'elles ne devraient aller pour que la situation s'améliore, eh bien, cette stabilité, à partir du moment où vous avez des acteurs du secteur privé qui en tirent d'une certaine manière leurs revenus, en tirent leur position, ils n'ont pas intérêt à modifier d'eux-mêmes cette stabilité. Mais si en revanche, l'aiguillon que représente la politique publique crée une instabilité, crée une volonté, une nécessité d'adaptation au changement, le secteur privé s'adaptera. Et vous verrez qu'il sera alors un moteur, parce que le secteur privé est un moteur indispensable. C'est le secteur privé qui crée l'emploi, c'est le secteur privé qui porte l'innovation. L'innovation, bien sûr, elle peut être également publique, elle peut être administrative, mais elle est quand même plus largement portée par le secteur privé. Donc je crois, si vous voulez, que cette économie de demain devra s'appuyer, quoi qu'il advienne, sur le secteur privé. Mais il faut créer ces conditions d'envie pour le secteur privé, d'aller de l'avant, de changer, d'adopter une grille de lecture des événements et de leur futur un peu différente, et de se dire que finalement, leur propre survie dépendra de cette adaptation au changement. Là, vous parlez de leadership, de vision également du côté du secteur privé pour mieux scruter l'avenir et regarder les perspectives, comment influencer tout ça. Mais vous avez dit qu'ils s'installent dans cet état et se sentent bien. Pourquoi changer alors? Oui, mais si vous voulez, je sais que ça peut être une affaire compliquée, et puisque d'ailleurs le changement est dangereux, le changement est menaçant. On le voit bien, certaines firmes, je pense à des firmes comme Kodak qui avaient le vent en poupe au milieu des années 80 et qui n'ont pas su s'adapter du tout à la fin de l'argentique, ont disparu. C'est un exemple type d'une situation dans laquelle la stabilité des décennies précédentes avait conduit Kodak à s'endormir sur ses lauriers, à une forme d'économie de rente et qui bénéficiait simplement de l'effet de croissance de la population. Mais l'avènement, si vous voulez, de la photographie numérique a introduit, l'arrivée de nouveaux acteurs a introduit une obligation de changement, de trouver d'autres marchés et a finalement aussi redistribué les cartes, puisqu'elle a fait émerger des jeunes entrepreneurs ou des moins jeunes, mais en tout cas elle a fait émerger des gens qui ont eu cette espèce de capacité de pressentir l'avenir et de s'y adapter. Et je pense que, si vous voulez, cette forme de bouillonnement qui est à la fois un bouillonnement d'idées, un bouillonnement de volonté, de participation des uns et des autres, à un avenir complètement conforme au plan matériel, au plan de la prospérité, à ce que l'on peut observer en d'autres endroits du monde, eh c'est quelque chose qui attend Haïti et que, pour ma part, j'appelle de mes voeux. Parlant du secteur privé, dans vos observations, vous avez noté que dans les États fragiles, les systèmes bancaires, en général, sont peu concurrentiels et des opérations à court terme, il y a une faible bancarisation, une certaine aversion au risque. C'est une caractéristique très particulière? Ça, c'est vraiment une caractéristique qui... si vous voulez, vous connaissez l'adage selon lequel ce sont les crédits qui font les dépôts. Et là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez, si vous attendiez patiemment d'avoir acquis suffisamment d'épargne pour acheter les parpaings qui construiront votre maison, ça prendra beaucoup de temps. Si en revanche, quelqu'un un jour vous fait confiance, vous avance l'argent de la construction de votre maison, vous aurez votre maison tout de suite. Et donc, cette maison, en la faisant construire, vous créerez les emplois et vous alimenterez une pompe de facto qui va permettre à l'économie d'aller plus vite que si les choses se font sans crédit. Il se trouve que dans des États fragiles, dans des économies insuffisamment, finalement, qui croient insuffisamment en elles-mêmes, oui, les acteurs bancaires sont prudents. Alors, il ne faut pas leur jeter la pierre. Si vous voulez, la prudence ou l'aversion au risque qu'ils peuvent démontrer provient
généralement du fait qu'ils ont essuyé des infortunes, ils ont essuyé des défaillances de remboursement, ils ont finalement... Vous savez, après c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, vous ne savez jamais si le manque de volonté des acteurs d'aller chercher un crédit provient de l'aversion que la banque éprouve à prendre de risques ou si c'est l'inverse. Ça peut être... Puisque vous allez voir les banques dans ces cas-là, ils vous diront qu'il manque cruellement de bons projets à financer. Donc, si vous voulez, or la bancarisation est un élément indispensable parce qu'à la bancarisation de l'ensemble de la population est associée la perspective, effectivement, d'un élargissement du recours au crédit et donc d'une capacité à faire aujourd'hui ce qu'on mettrait 10, 20, 30 ans à faire. Et donc à bénéficier tout de suite d'une maison, à bénéficier tout de suite d'un moyen de transport ou d'un article de consommation courante qu'on pourrait, dans certaines circonstances, acheter à crédit. Alors je ne suis pas, si vous voulez, le chantre du surendettement, hein, loin s'en faut, mais si vous voulez, le crédit est véritablement un instrument puissant d'accélération du développement. Et si les banques ne sont pas concurrentielles, c'est parce qu'effectivement, le marché des acteurs bancarisés étant très faible, elles sont peu nombreuses, et étant peu nombreuses, si vous voulez, de fait, leur situation est relativement encore là, protégée, stable. Donc ça n'est pas une critique, hein, c'est un constat, et c'est un constat qui vaut effectivement dans la plupart des économies fragiles. Tout à fait. Vous suivez bien le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Depuis l'année 2012, c'est Del Haïti qui est centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti qui a ses rendez-vous chaque année pour un forum sur l'entrepreneuriat. Forum ça est toujours organisé dans Port-au-Prince. Année ça, ils ont décidé d'aller dans ville province. Forum nan pral fait dans ville Okaï. Forum Entrepreneurship 2017 là a fait sorti 16 pour arriver 18 novembre. Pendant 2 premiers jours, qui donc 16 à 17 novembre, il y a bien conférence débat, concours l'idée business, exposition business et puis partage expérience entrepreneur qui fait succès. Journée 18 novembre nan pral consacré pour visite entreprise dans le département sud pays à quelques sites touristiques. Cyclone Mathieu te ravage grand sud pays. Entrepreneuriat c'est pi bon moyen pour remettre région ça à camper sous deux pieds. Zone sud la gen pile potentiel, on cherche mobiliser. Pour information, relais dans 46 20 95 94 ou bien écrit dans info@commercial.cdelhaiti.org. Partenaire forum ça, c'est Impact Corporation, Mairie Okaï, Chambre Commerce ak Industrie Sud. Forum ça joine support Ministère Tourisme, Job Pow, Radio Télé Caraïbes, Groupe Croissance, Biansaya, Chocarella ak Ancodor. Li campé à côté, la téfane intérêt, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leurs ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Voilà, nous nous retrouvons pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Nous parlons avec M. Philippe Baudouin de l'Agence française de développement. Un débat très intéressant et qui intéresse particulièrement Haïti. M. Baudouin, la dernière partie, on va voir, vous avez parlé de la classe moyenne. Et dans les États fragiles, il n'y a pas vraiment une classe moyenne solide. Donc, est-ce qu'il y a ce problème de mauvaise redistribution, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau, je veux dire, des salaires? Donc, qu'est-ce que vous avez pu voir dans cet aspect-là social? Si vous voulez, oui, sur la répartition des populations dans des niveaux de revenus des populations dans un État fragile est souvent finalement un petit peu répartie aux extrêmes. Vous avez une part prépondérante de la population qui vit dans des conditions de pauvreté. Et donc, ces conditions de précarité, si vous voulez, font de cette population n'en font pas un acteur économique libre de ses choix et sur lesquels, des choix sur lesquels vous pourriez peser.
C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on nous apprend dans nos études économiques ce que sont le crédit, l'épargne, la consommation et tous ces leviers sur lesquels les dirigeants politiques peuvent jouer en incitant, si vous voulez, en baissant les taux d'intérêt, par exemple, vous incitez à la consommation et en incitant à la consommation, vous augmentez la production et de ce fait, vous augmentez la confiance des entreprises dans l'avenir, donc vous facilitez la création d'emplois, etc., etc. Mais encore faut-il que ces instruments, ces leviers soient opérants. Encore faut-il qu'ils puissent, lorsque vous prenez cette décision, avoir un effet sur une masse de population suffisante en termes macroéconomiques pour que leur impact soit perceptible et que ce qu'on en attend se produise. Le problème d'un État fragile, c'est que si une partie trop importante de la population, et de toute façon il faut veiller, il faut avoir comme ambition à ce que cette partie soit nulle au terme, et pauvre, si cette part de la population pauvre est trop importante, vous perdrez ces leviers d'action et finalement vous n'aurez comment dire, les acteurs économiques sur lesquels vos leviers d'action vont peser sont la upper class, la société, je dirais, la plus aisée du pays. Mais cette société, elle présente deux caractéristiques. C'est qu'elle est à la fois très visible, très symbolique, donc politiquement chargée d'un pouvoir fort, mais en même temps, ce n'est pas, si vous voulez, nécessairement cette société sur laquelle vous pourrez compter pour influencer le cours des choses en prenant des décisions de politique publique, dans la mesure où il s'agit d'une frange finalement très contenue de la population. Mais vous trouvez les écarts de revenus très élevés dans les États fragiles entre bien sûr, ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Le coefficient de Gini indique tout ça. Oui, bien sûr. Et si vous voulez, mais cet écart, loin de moi l'idée de juger, si vous voulez, de juger aberrant le niveau de revenus de la population la plus fortunée. Non, je pense que cet écart naît beaucoup du niveau d'extrême pauvreté de la partie la plus défavorisée de la population. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, si vous voulez. Je pense que les symboles que peuvent constituer la réduction comment vous dire, il faut bien sûr travailler à la réduction des extrêmes du niveau de revenu, mais je pense souhaitable de faire accéder à la prospérité la partie de la population la plus défavorisée. C'est vraiment ça qui, à mon avis, doit être visé. Il n'y a pas que le secteur public à travers la politique fiscale ou la politique publique, mais le secteur privé également doit s'y mettre. Le secteur privé doit s'y mettre. Si vous voulez, je reste convaincu que le secteur privé doit être lui-même totalement averti et totalement conscient qu'il est de son intérêt, y compris financier, à l'élévation du niveau de vie moyen de la population. Si vous voulez, si vous êtes aujourd'hui acteur du secteur privé, vous allez considérer le marché intérieur, vous allez considérer la capacité, le pouvoir d'achat des acteurs économiques et de la population va être pour vous une donnée essentielle. Et c'est ce que vous allez essayer, entre guillemets, de capter et qui va constituer une partie du chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires, si vous travaillez sur un périmètre national. Et donc, tout votre intérêt est évidemment que ce potentiel de chiffre d'affaires qui s'offre à vous soit le plus grand possible. Ensuite, évidemment, le fait que ce potentiel s'agrandisse peut faire venir un certain nombre d'acteurs concurrentiels nouveaux dans le pré, entre guillemets, où chacun va essayer de tirer son épingle du jeu. Et tout ça pèsera ensuite donc sur les prix. Ça aura pour effet d'accroître la concurrence et chacun fera des efforts de productivité, d'économie, de gestion avisée de ses affaires. Et tout ceci se fera au bénéfice du consommateur qui pourra donc acheter plus. Et là, vous êtes entré dans cette espèce de vision positive et constructive de l'économie. Avec, bien sûr, et ça j'insiste toujours, parce qu'on est là sur nos cycles économiques tels qu'on les a appris à l'école, avec le souhait également, mais ça je pense que justement c'est le propre des États fragiles, si vous voulez, c'est de franchir un certain nombre d'étapes très vite. C'est-à-dire qu'on sait qu'accroître la consommation est une chose qui comporte en elle-même un certain nombre de dangers. Si cette consommation n'est pas maîtrisée, si ses impacts sur le plan de l'environnement ne sont pas pesés, mesurés et atténués. Et donc, vous verrez que lorsque Haïti
va enclencher, si vous voulez, de manière rapide et soutenue sa trajectoire de développement accéléré, eh bien, elle fera l'impasse, elle va sauter un petit peu toutes les marges qui ont mis tant de temps à être franchies en d'autres pays, de prise de conscience de l'impact environnemental, de nécessité, si vous voulez, d'une consommation qui soit bien sûr à la mesure des attentes qu'on en a en termes de satisfaction de services, de besoins ou d'envie, mais qui soit aussi respectueuse de son cadre de vie. Le cadre de vie étant bien sûr essentiel au bien-être, mais c'est aussi la terre nourricière dont on parle. Aussi, Des concepts comme la moralité, les concepts comme la confiance, vous en avez également avancé dans votre présentation. Bien sûr. Qu'est-ce que ça va? Si vous voulez, l'économie n'est pas une science exacte, au point que certains disent que c'est presque un fantasme. Et en n'étant pas une science exacte, en étant si vous voulez, toute la difficulté de l'économie, et je crois que m'adresser à un économiste, donc il faut me comprendre, c'est qu'elle mêle des notions qui sont rationnelles et logiques à des notions qui sont très irrationnelles. Et irrationnelles, ou en tout cas passionnelles, émotionnelles. Et c'est cette partie-là qu'il est toujours extrêmement complexe de modéliser, puisque tous ces facteurs sont interdépendants. La confiance est sans doute un des moteurs les plus significatifs de l'économie. Et d'ailleurs, je suis loin de penser comment dire, à l'infaillibilité des marchés ou à leur caractère de justesse et d'exactitude, loin s'en faut. Hein. Mais si vous voulez, oui, ils sont même surtout très exagérés, mais ils se réagissent dans un sens comme dans l'autre, mais ils attestent bien de ce caractère. Quand vous observez une nouvelle d'ordre politique qui est de nature à rassurer un certain nombre d'acteurs économiques, vous avez le cours de la monnaie du pays va s'envoler, ou vous aurez au niveau des bourses mondiales, vous aurez forcément à ce moment-là une croissance très forte des indices boursiers, sans doute excessive, mais qui illustre bien cette relation directe qu'il y a entre la confiance et la valeur financière et le niveau de prospérité économique que l'on prête à un acteur. Et le fait de prêter à un acteur, à un pays, à une compagnie, une capacité de prospérité, eh bien, la moitié du chemin est déjà faite. Parce que de fait, les bonnes fées se pencheront sur le berceau, les bonnes fées permettront d'accéder au crédit, les bonnes fées reconnaîtront que la compagnie ou l'État dispose d'un potentiel, ce qui fait que des jeunes qui aujourd'hui vont fuir l'État, pas le fuir, mais chercher un emploi, tenter leur chance à l'extérieur, vont rester en se disant que finalement ce pays, dans quelques années, va leur procurer des opportunités qu'ils n'auraient pas ailleurs. Vous aurez donc des salariés qualifiés, etc., etc. Et vous enclenchez là une espèce de formule où, avec peu de choses, la confiance, enfin peu de choses, c'est un capital énorme, immense, c'est très immatériel, mais avec la confiance se dessine, si vous voulez, un paysage extrêmement favorable, à défaut de laquelle, malgré tous les efforts techniques que vous pourriez déployer, vous risqueriez de rester, pas au fond du trou, mais ça risquerait de prendre beaucoup plus de temps. Tout à fait. Philippe Baudouin, pour finir, est-ce que vous avez un état fragile en tête qui a gradué, qui a pu évoluer, qui a appliqué ce que vous proposez en général, et qu'Haïti pourrait quand même dire, ok, d'accord, on peut sortir du trou? Oui. Je pense à un pays qui, à certains égards, et notamment à l'égard de son extrême vulnérabilité aux phénomènes climatiques, aux phénomènes naturels, me fait parfois penser à Haïti et me donne le Bangladesh. Mais bon, la comparaison n'est absolument pas raison, si vous voulez. Mais on se retrouve dans des situations qui sont parfois comparables, avec des évolutions qui, sur certains points, seront sans doute, pourraient être réplicables en Haïti. Sur certains points, d'ailleurs, la situation est plus enviable en Haïti qu'elle ne l'est au Bangladesh. Mais si vous voulez, vous avez un certain nombre. Alors, le problème que vous avez rencontré, c'est également un problème d'instabilité politique. Je sais que vous avez aussi un certain nombre
de circonstances qui sont complexes à dénouer ou à fluidifier, des circonstances d'ordre constitutionnel ou de cadre juridique général. Ça, c'est quelque chose qui est très très spécifique à Haïti, donc c'est une situation qu'il faudra faire évoluer avec beaucoup de mesures, de consensus général. Mais oui, si vous voulez, personne, alors là vraiment, je pense que personne n'est condamné durablement à vivre des difficultés économiques et politiques et sociales durables, profondes et désespérantes. Et surtout pas un pays, comme je dis, comme Haïti, que je crois et que je trouve, pour ma part, véritablement porteur d'espoir. D'espoir au sein des gens que j'ai rencontrés m'ont donné le sentiment que des solutions existent, qu'ils y croyaient et que si tout le monde se met ensemble dans le sens du mieux-être, on y parviendra. Merci d'avoir répondu à cette invitation et surtout de venir en Haïti, de partager ce papier. Je dis bien provocateur, j'en suis sûr qu'on va trouver ça sur le site de l'AFD. Et on pourrait continuer, nous-mêmes en Haïti, à dire comment sortir de ces problèmes. Bien écoutez, merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité à cet échange. Et pour ma part, vous faites partie de ces personnes qui me donnent confiance dans l'avenir de ce pays. Merci bien. La semaine prochaine,